Bonjour à tous. Parlons un moment des garanties de sécurité et des configurations d'alliances, car il y a énormément de malentendus sur ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent, et ce qui est possible ou non en matière d'arrangement de sécurité. En fait, et cela peut sembler un peu contre-intuitif, mais vous savez, tout mon domaine de recherche, la neutralité et les états neutres, fait partie de ce que l'on peut appeler les structures de garantie de sécurité. Tous ceux qui regardent cette chaîne de temps en temps savent que le refus de l'Occident d'accepter une Ukraine neutre, économiquement intégrée, à la fois à la Russie et à l'UMQB, est au cœur de la guerre actuelle en Europe. Sans surprise, les Européens ont également axé toute leur réflexion militaire sur le conflit autour des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Vous entendez cela encore et encore. Qu'en est-il des garanties de sécurité? Qu'en est-il des garanties de sécurité? Je vais vous montrer pourquoi cette discussion européenne est, d'une part, incroyablement stupide, et d'autre part, pour ajouter l'insulte à l'injure, elle est également menée de l'une des manières les plus stupides imaginables, en grande partie enracinée dans une simple ignorance de la façon dont fonctionnent les arrangements de sécurité. Comme d'habitude, vous savez, le problème se résume à l'incapacité des gens à raisonner en dehors des limites des choix binaires. Mais les arrangements de sécurité ne sont en rien binaires. Alors commençons par regarder une carte, et juste une courte appréciation de la stupidité qu'il y a à se concentrer sur les garanties de sécurité en premier lieu. Voici donc une carte de l'OTAN, telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec la Suède et la Finlande intégrées. Et ce sont les 27 pays environ qui sont couverts par ce que la majorité des experts appellent une garantie de sécurité, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà parlé de cela dans une vidéo la dernière fois, que la garantie de sécurité, le fameux article 5 de l'OTAN, n'est même pas une garantie de sécurité forte. Si vous lisez cet article, il dit clairement que lorsqu'un État membre est attaqué, les membres considéreront cela comme une attaque contre eux tous. Et si cela se produit, alors individuellement et de concert avec d'autres parties, des actions peuvent être entreprises que chaque pays membre juge nécessaires. Des actions qu'il juge nécessaires, y compris, mais pas exclusivement, l'utilisation de la force armée. Chaque État membre, une fois qu'un autre État membre est attaqué en vertu du traité de l'OTAN, est toujours libre de décider s'il va utiliser la force militaire lui-même ou non. C'est juste pour souligner le fait que, même si vous êtes un pays membre de l'OTAN et que vous êtes attaqué, tous les autres pays du traité peuvent toujours dire « Nous vous enverrons des armes, nous essaierons de vous soutenir autant que possible, mais nous n'irons pas en guerre pour vous. » C'est toujours acceptable, selon le traité de l'OTAN. Donc si vous considérez l'article 5 comme une garantie de sécurité stricte, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas le cas. Bien sûr, le coût politique pour les membres de ne pas venir en aide militaire à l'un des autres membres serait énorme, et l'on s'attend à ce que les membres aillent en guerre. Mais le traité n'exige pas réellement que les États le fassent. C'est une option, pas une obligation, n'est-ce pas? Et si nous regardons un instant la carte du monde, nous réalisons également que le territoire de l'OTAN n'est même pas si vaste, n'est-ce pas? Et quand nous regardons d'autres endroits dans le monde qui ont des traités de sécurité ou des garanties de sécurité, de la manière dont les Européens pensent actuellement que la seule chose possible pour l'Ukraine est d'avoir des garanties de sécurité, il n'y a que quelques autres endroits qui sont couverts par des garanties de sécurité strictes. Le Japon en est un. Le Japon a un traité de sécurité avec les États-Unis qui oblige les États-Unis à étendre leur appareil militaire au Japon en échange de la fourniture par le Japon de bases militaires. C'est le traité actuellement en vigueur, le traité de sécurité de 1960, qu'ils ont, et les États-Unis ont un engagement ferme de défendre les îles japonaises.
to defend the Japanese islands. We have another hard security agreement. Nous avons un autre accord de sécurité solide entre la Chine et la Corée du Nord. Ils ont un accord de sécurité toujours valide des années 1950 qui stipule qu'une attaque contre l'un est une attaque contre l'autre et qu'il faut s'entraider si cela se produit. Mais à part cela, de grandes parties du monde ne sont couvertes par aucun type d'accord de sécurité. Et c'est là que toute la discussion sur les arrangements de sécurité pour l'Ukraine est incroyablement stupide. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment il se fait que la Mongolie soit en sécurité sans garantie de sécurité? La Mongolie est coincée entre la Chine et la Russie, et aucune d'elles n'a attaqué la Mongolie depuis son indépendance, excusez-moi, après 1945, vous savez, après que l'arrangement actuel ait été mis en place. The current arrangement came into being, and Mongolia declared its independence somewhere around. La Mongolie a déclaré son indépendance vers 1911, et cela a eu ses hauts et ses bas. Mais la Mongolie n'a jamais eu d'accord de sécurité strict avec qui que ce soit, n'a jamais eu de garantie de sécurité, et la Mongolie n'a pas été attaquée. Actuellement, la Mongolie n'est pas attaquée. Le Kazakhstan. La Russie n'envahit pas le Kazakhstan. La Russie n'envahit pas l'Ouzbékistan. La Russie n'envahit pas le Turkménistan. La Russie n'envahit personne. Et personne n'est inquiet. Le Turkménistan n'est pas inquiet d'être envahi par la Russie. Le Turkménistan a officiellement déclaré sa neutralité, et sa neutralité fonctionne parfaitement pour le Turkménistan. Comment se fait-il que les Européens continuent de penser que la seule chose qui peut assurer la sécurité de l'Ukraine sont des garanties de sécurité strictes, alors que nous avons tant d'exemples? Regardez tous les États africains qui ne sont dans aucun type d'arrangement de sécurité. Regardez tous les États sud-américains qui ne sont pas dans des arrangements de sécurité. Comment se fait-il que tant d'endroits sur Terre n'aient pas de garantie de sécurité stricte et qu'ils soient en sécurité, alors que le seul endroit sur Terre qui est actuellement en guerre l'est parce que les puissances européennes ont voulu imposer l'idée de l'adhésion à l'OTAN, d'avoir une garantie de sécurité à la Russie, et à cause de cela, vous avez maintenant une guerre entière en cours. Donc la façon la plus sûre d'exister dans les relations internationales est de ne pas avoir d'ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis et que personne ne veut vous attaquer, vous êtes en sécurité et vous ne serez pas attaqué. Donc, la question n'est pas de savoir quel type de garantie de sécurité ou qui peut vous promettre la sécurité. La question est, comment vous assurez-vous que personne ne veuille vous attaquer? Dans les relations internationales, on parle souvent de dissuasion, n'est-ce pas? Vous voulez dissuader les autres de vous attaquer. Eh bien, l'alternative est d'avoir de bonnes amitiés, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de dissuasion si vous êtes entouré uniquement de pays qui veulent faire des affaires avec vous. Tout comme la Mongolie fait des affaires avec la Russie et la Chine. Tout comme le Kazakhstan fait des affaires avec la Russie et la Chine. Tout comme la plupart du monde fait des affaires avec tout le monde. Les seuls qui s'accrochent et pensent que la seule chose qui empêche les autres États de vous attaquer sont les alliances de sécurité dures. Ce sont les Euro-Américains. Pourquoi le Mexique est-il sûr sans accord de sécurité? Eh bien, parce que le Mexique s'assure de ne pas représenter une menace pour les États-Unis, n'est-ce pas? Et c'est le cœur de la stupidité du discours actuel. Lorsque vous devriez vous concentrer sur la création des conditions pour des relations amicales, vous vous concentrez de manière obsessionnelle sur cette idée d'accord de sécurité. Et c'est à ce moment-là que je dois vraiment vous parler des différents niveaux de formation, d'alliance que nous avons. Parce que c'est un vieux problème, n'est-ce pas? Ou une vieille question. Et nous avons au moins 4 manières différentes de former des alliances. Et nous avons des exemples historiques pour celles-ci.
La première et la plus agressive forme d'alliance est une alliance offensive, lorsque des États concluent des traités entre eux afin d'attaquer un autre. La promesse serait alors d'aller attaquer un troisième État. Un exemple de cela serait l'annexe secrète du pacte de non-agression entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie en 1939, pour attaquer conjointement la Pologne et essentiellement diviser la Pologne entre les deux. C'est un pacte, un accord pour démanteler un troisième État, une alliance offensive. Ensuite, nous avons des alliances défensives, dont actuellement, bien sûr, l'OTAN est l'exemple le plus évident. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous, et vous vous défendez ensemble. Cependant, comme je viens de vous le montrer, le traité de l'OTAN lui-même laisse ouverte la question de savoir si cette défense commune se fait militairement ou par d'autres moyens. Nous avons eu d'autres traités dans l'histoire mondiale. Plus important encore, nous avons eu le pacte de la Société des Nations. La Société des Nations, bien sûr, était le précurseur de l'actuelle Organisation des Nations Unies. La Société a été formée en 1919, après la Première Guerre mondiale. La Société avait une clause de sécurité forte, je pense que c'était l'article 16, qui disait que si un État est attaqué, alors les autres membres doivent utiliser la force militaire pour repousser l'attaque contre le membre. C'était donc une version plus forte, en fait, la Société des Nations, l'article 16, comparé à l'article 5 de la Charte de l'OTAN. Ensuite, le niveau suivant, un cran en dessous, ce sont les accords de non-assistance passive. Cela a également été appelé dans l'histoire un pacte de neutralité. La promesse ici est que si vous créez un tel accord de non-assistance passive, vous promettez que vous, en tant qu'une des parties de cet accord, ne rejoindrez pas le combat contre l'autre partie. C'est quelque chose que, pour le moment, la Russie et la Corée du Nord, ainsi que la Russie, la Chine et l'Iran ont conclu. C'est aussi ce qui a été conclu entre le Japon et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la promesse que vous ne rejoindrez pas une autre alliance ou un autre État pour attaquer conjointement l'autre partie. Maintenant, cela diffère de la dernière étape, le dernier type de formation d'alliance que vous avez, qui est un pacte de non-assistance actif, également parfois appelé pacte de non-agression, dans lequel vous promettez réellement de ne pas aider d'autres États dans une attaque contre eux. Maintenant, la différence entre ces deux-là est que dans un pacte de neutralité, vous promettez simplement de ne pas rejoindre le combat contre l'autre partie, mais vous pourriez encore envoyer des armes et des fournitures à une autre partie, à un troisième État, combattant contre votre partenaire contractuel. Dans un pacte de non-agression, un pacte de non-assistance active, vous promettez également de ne pas faire cela. Vous ne fournirez aucun type de ravitaillement à un troisième État qui combat encore l'autre partenaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu une telle situation. Le Japon voulait un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Il voulait la promesse de l'Union soviétique qu'elle ne soutiendrait pas un troisième État contre lui. Mais l'Union soviétique n'était pas disposée à le faire, car elle voulait aider les Chinois, Chiang Kai-shek, à combattre les Japonais. Il voulait donc continuer à envoyer des armes à Chiang Kai-shek. Ainsi, ils ont dit, genre, non, 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 nous ne vous donnons pas un pacte de neutralité. Désolé, nous ne vous donnons pas un pacte d'agression. Nous vous donnons seulement un pacte de neutralité. Donc ce sont les exemples historiques. Et tous ces pactes sont possibles. Et tous ces pactes dépendent simplement de ce que les États veulent faire. Encore une fois, selon le droit international, aucun de ces pactes, sauf maintenant, pour les alliances offensives. Les alliances offensives ne sont plus autorisées selon la Charte des Nations Unies. Mais à part cela, vous êtes libre de créer n'importe quel type de pacte. Et c'est vraiment là que je voudrais souligner que lorsque nous parlons de sécurité pour l'Ukraine,
et de neutralité pour l'Ukraine. And neutrality for Ukraine. One of the greatest misunderstandings is L'un des plus grands malentendus est que si l'Ukraine décidait d'être neutre, there couldn't be il ne pourrait y avoir aucun type d'arrangement de sécurité pour elle. and although I just Et bien que je vienne de dire qu'il est imprudent de ne penser qu'en termes de promesses de sécurité, security je voudrais souligner qu'il existe de nombreuses configurations possibles, même avec une Ukraine neutre. many different configurations Les États neutres peuvent avoir des garanties de sécurité par des États tiers. neutral states Cela peut sembler contre-intuitif, security guarantees. mais permettez-moi de le répéter. Les pays neutres peuvent avoir des garanties de sécurité par des États tiers, et ce n'est pas une violation de la neutralité. Have security Permettez-moi de vous montrer comment cela est possible, en regardant ce qui s'est passé en 1870 en Belgique. you how that is possible by looking at what happened in 1870 to Belgium. Belgium was neutralized in 1839, declared neutral. La Belgique a été neutralisée en 1839, déclarée neutre en 1839, et la Belgique a maintenu sa neutralité jusqu'à la Première Guerre mondiale, lorsqu'elle a été attaquée par l'Allemagne en 1914. The 19th century. Mais pendant la majeure partie du 19e siècle, la Belgique était un État neutre prospère. Maintenant, il y a eu une grande crise en Europe en 1870 qui impliquait la Belgique neutre, et c'était la guerre franco-prussienne. La guerre, au cours de laquelle, à la fin, en 1871, les Allemands ont pris l'Alsace-Lorraine aux Français. Voici donc une carte de l'Europe en 1871. C'est à quoi ressemblait toute la catastrophe. Nous avions encore le Royaume-Uni, qui incluait l'Irlande. Nous avions un empire allemand qui s'étendait jusqu'à l'Est. Il y avait bien sûr l'empire prussien, n'est-ce pas, qui s'étendait jusqu'à l'Est. Nous avions une immense Autriche-Hongrie. All the way to the east, we had a huge Austria-Hungary, and the Germans and the French, they were Et les Allemands et les Français, ils étaient constamment en conflit. Et en 1870, cela a vraiment éclaté. L'un des dangers était que soit l'Allemagne, soit la France utiliserait la Belgique neutre, traverserait la Belgique neutre pour attaquer l'autre. C'était une menace très réelle en 1870. Et la Belgique étant neutre, bien sûr, était simplement là et aurait pu être une victime potentielle d'une attaque. Ce que les Britanniques ont fait, ce que le Royaume-Uni a fait dans cette situation, c'est qu'il a créé en fait deux traités de sécurité distincts. L'un, laissez-moi vous montrer celui-ci, a été créé le 9 août 1870 entre Sa Majesté, la couronne britannique, et le roi de Prusse, relatif à l'indépendance et à la neutralité de la Belgique. C'est le titre du traité, mais c'est un traité entre le Royaume-Uni et la Prusse. Et l'article 1, regardez cela. La partie importante ici dit que, considérant que la Belgique est neutre et que la Belgique est importante, cet État, tampon neutre, est important pour la sécurité de la Prusse, que Sa Majesté, la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de son côté, déclare que si pendant les hostilités entre les Français et les Allemands, les armées françaises devaient violer la neutralité de la Belgique, elle sera prête à coopérer avec Sa Majesté prussienne pour la défense de la Belgique, en employant à cet effet ses forces navales et militaires. Ainsi, la Grande-Bretagne conclut un arrangement avec l'Allemagne prussienne, que si les Français devaient essayer de traverser la Belgique, devaient attaquer la Belgique, alors la Grande-Bretagne se joindrait à l'Allemagne pour défendre la Belgique contre les Français. Et maintenant, regardez ce qu'ils ont fait le jour suivant, ou 2 jours plus tard, désolé, le 11 août 1870. Ils ont créé un copier-coller littéral de l'ensemble du traité, cette fois entre Sa Majesté et l'empereur de France, stipulant que si pendant les hostilités, les armées de la Confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés devaient violer la neutralité de la Belgique, elles seraient prêtes à coopérer avec Sa Majesté impériale pour la défense de la Belgique, en employant à cet effet ses forces navales et militaires. Donc voilà, nous avons ici un exemple de la manière dont un État neutre a reçu une garantie de sécurité par un État tiers, sans
être lui-même partie à ce traité. without being itself party to that treaty, right? Thereby, Belgian neutrality was not in any Ainsi, la neutralité belge n'a été influencée d'aucune manière. La Belgique n'a pas violé sa neutralité. La Belgique n'était pas membre d'une alliance. Ce sont les autres États qui ont créé une alliance autour d'elle. En fait, un double verrou dans cet exemple. En fin de compte, le Royaume-Uni avait un accord avec la France pour défendre la Belgique contre les Allemands en cas d'attaque. Et le Royaume-Uni avait également un accord avec l'Allemagne pour défendre la Belgique contre les Français en cas d'attaque. Ainsi, la Belgique s'est retrouvée non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, en tant que bénéficiaire d'un double accord de sécurité. C'est le niveau auquel il est possible de créer des arrangements de sécurité. Maintenant, vous devez savoir qu'en 1914, lorsque finalement les Allemands ont attaqué la Belgique pour attaquer la France, attack Belgium in order to attack France, that was the main reason the British la principale raison pour laquelle les Britanniques ont déclaré la guerre à l'Allemagne était qu'ils disaient qu'ils avaient encore un traité en vigueur avec les Français. Ainsi, ce traité était le principal argument juridique utilisé en 1914 pour que les Britanniques rejoignent la Première Guerre mondiale aux côtés des Français. Ne vous méprenez pas, ces accords de sécurité peuvent être très dangereux et délicats, et ils peuvent entraîner des effets en cascade, surtout lorsqu'un réseau de ces traités est en place. Mais c'est un exemple de la manière dont un État neutre peut bénéficier d'un accord de sécurité. how a neutral state can be the beneficiary of a security agreement. So in theory, you could think about something like Donc, en théorie, on pourrait envisager quelque chose comme les États-Unis et la Russie, tous deux promettant à d'autres États de venir au secours de l'Ukraine si celle-ci était attaquée par un quelconque État tiers, sans que l'Ukraine soit réellement partie à un tel accord, et ainsi avoir une Ukraine toujours neutre. Si cela devait jamais se réaliser, ou être le cas, ce ne serait pas une violation de la neutralité ukrainienne. Encore une fois, les relations internationales sont extrêmement flexibles, et le droit international permet de nombreuses configurations différentes quant au type de traités qui peuvent ou ne peuvent pas être conclus. Les États soumis à certains arrangements de sécurité n'ont pas nécessairement besoin de faire partie de ces arrangements. security arrangements do not necessarily need to be part of those arrangements. They can be left out. And is that nice? No, it's not. Ils peuvent être laissés de côté. Et est-ce que c'est bien? Non, ce n'est pas le cas. C'est la politique de grande puissance. Mais de tels arrangements peuvent créer la stabilité nécessaire pour prévenir la guerre, car en 1870 et 1871, la guerre franco-prussienne n'est pas devenue une guerre européenne générale. Elle a été contenue. Elle est restée une guerre entre la Prusse et la France. Et ce n'est que plus tard, en 1914, que les vieilles animosités sont devenues une guerre mondiale. Une fois que ces traités ont commencé à s'imbriquer et qu'un grand nombre de très mauvais processus politiques ont commencé à se produire en même temps. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dire que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité par un État ou un autre. Et sans cela, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez jamais être en sécurité. Est stupide en premier lieu. Il y a beaucoup d'États dans le monde qui n'ont aucun type d'accord de sécurité. Et ils sont en sécurité. Ils ne sont pas attaqués. Ils vivent actuellement heureux et dans une grande prospérité. Pensez simplement au petit Liechtenstein et à la façon dont le Liechtenstein est attaqué, ni par la Suisse, ni par l'Autriche. Pensez au Luxembourg. Pensez à Singapour. Pensez à l'Indonésie. Pensez à la Malaisie. Pensez à tous les États qui n'ont pas d'accord de sécurité et de garantie de sécurité et qui sont toujours en sécurité. D'un autre côté, c'est aussi un argument stupide parce qu'il y a tellement de façons dont des accords de sécurité peuvent être formés si c'est la seule façon dont ces gens peuvent y penser. Mais vous pourriez avoir une Ukraine neutre et vous pourriez toujours avoir certaines formes d'accords de sécurité. Les meilleurs arrangements, bien sûr, sont ceux qui sont faits avec toutes les puissances concernées, qui partagent la sécurité et qui garantissent que la sécurité d'un État
ne va pas diminuer celle d'un autre. Les grandes puissances comme la Russie et les États-Unis sont tristement célèbres pour être très peu sûres d'elles et se sentir menacées par même de très petits problèmes à leurs frontières. Mais c'est ainsi. Ce qui est nécessaire, en fait, c'est un arrangement de sécurité commun, un grand, comme la façon dont la sécurité était envisagée dans les années 1970, lorsque la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe a eu lieu, culminant avec l'acte final d'Helsinki de 1975. Ce furent des moments où tous les États ont pu se réunir et s'accorder sur quelques arrangements minimaux. Nous avons besoin de cela à nouveau en Europe, et nous en avons besoin rapidement pour empêcher le continent de se déchirer à nouveau. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Thank you for listening today.